L'air vibre du rugissement des canons et du craquement de la terre sous les chars qui avancent sans relâche. Les villes s'effondrent en silence et la fumée de la destruction s'étend comme un manteau gris sur la steppe. Au milieu de ce chaos, un silence encore plus mortel persiste, celui de celle qui guette depuis l'ombre, patiente, précise, invisible. Là, entre les ruines et les tranchées, une jeune femme décida d'écrire son nom à chaque tir, défiant la mort et le destin lui-même. Au cœur de la Seconde Guerre mondiale, alors que des armées entières s'affrontaient et que les cartes stratégiques se tachaient de sang, surgit une figure qui changea la perception du courage et de la précision au combat. Pour ses compagnons, elle était un exemple de bravoure et de détermination. Pour ses ennemis, un spectre impossible à abattre. Et pour l'histoire, une tireuse d'élite qui marquerait un avant et un après dans la guerre. Qui était cette femme qui prit un fusil et affronta la mort face à face? Qu'est-ce qui l'a poussée à défier les dangers les plus extrêmes du front de l'Est? Comment a-t-elle survécu tout en laissant une empreinte indélébile dans la mémoire de la guerre? Des champs d'Odessa aux ruines de Sébastopol, chaque tir était un acte de résistance, chaque silence un rappel de son adresse létale. Ce n'était pas seulement de la précision, c'était de l'intelligence, de la patience, de la stratégie et un courage qui semblait surnaturel au milieu de l'horreur quotidienne. Ses compagnons l'admiraient, ses ennemis la craignaient, et elle comprit que chaque vie sauvée, chaque mission accomplie, était une contribution silencieuse mais décisive à la défense de sa patrie. L'histoire de cette jeune femme nous rappelle que l'héroïsme peut surgir dans les lieux les plus inattendus et que la guerre ne fait pas de distinction de genre. Sa vie nous invite à nous interroger. Jusqu'où peut aller la détermination humaine? Quelle force intérieure pousse quelqu'un à affronter un ennemi apparemment invincible? Comment les actes individuels de courage peuvent-ils changer le cours de l'histoire? Lorsque les balles cessèrent de parler, son héritage demeura. Son histoire n'est pas seulement celle d'une tireuse d'élite, mais celle d'une femme qui a défié les limites de la peur, de la mort et des attentes, démontrant que même dans les temps les plus sombres, le courage peut briller d'une intensité éternelle. C'est l'histoire de quelqu'un qui a transformé l'incertitude et le danger en légende, qui a pris un fusil et l'a converti en instrument de courage, et qui continue aujourd'hui d'inspirer ceux qui croient que la détermination et le courage peuvent changer le monde. L'année est 1941. L'Union soviétique se trouve au bord du gouffre. Dès l'aube, le ciel semble trembler sous le rugissement des avions ennemis qui sillonnent les airs, tandis que des colonnes de fumée noire s'élèvent des villes bombardées et des villages dévastés. Les rues, autrefois pleines de vie, sont maintenant silencieuses, interrompues uniquement par l'écho des explosions lointaines et les cris de ceux qui tentent d'échapper au chaos. Des familles entières se cachent dans les sous-sols et les abris improvisés, tandis que l'incertitude et la peur s'étendent comme un manteau gris sur tout le pays. Chaque jour semble plus long que le précédent, et le désespoir s'infiltre jusque dans les moindres recoins de la vie quotidienne. Marchés vides, usines à l'arrêt, trains remplis de réfugiés fuyant vers l'Est. Au milieu de cette tempête, des millions de citoyens entendent l'appel à défendre leur patrie. Hommes et femmes, jeunes et vieux, savent que le destin de leur terre dépend de chaque décision, de chaque acte de courage, et que l'histoire elle-même s'écrit avec du sang et des sacrifices. La peur et l'espoir coexistent côte à côte.
Certains tremblent devant l'ampleur de l'invasion, tandis que d'autres sentent qu'il n'y a jamais eu de moment plus crucial pour démontrer leur bravoure. Parmi cette foule, une jeune femme marche dans les rues dévastées, observant les décombres, les bâtiments détruits et les visages fatigués de ses compatriotes. Elle ne sait pas encore que sa vie est sur le point de changer à jamais, que ses compétences, sa détermination et sa volonté seront mises à l'épreuve de manière qu'elle ne peut même pas imaginer. Chaque ombre se mouvant parmi les ruines, chaque écho lointain d'une explosion semble lui murmurer que son destin et celui de sa patrie sont inextricablement liés. Entre désespoir et incertitude, commence à se forger l'histoire d'une femme qui deviendra un symbole de courage et de précision au milieu du chaos, et dont la vie restera marquée par la guerre la plus cruelle que le monde ait connue. Lyudmila Mijailovna Pavlichenko est née le 12 juillet 1916 à Bila Tserkva, une petite ville ukrainienne qui faisait alors partie du vaste et tourmenté Empire russe. C'était une époque marquée par l'incertitude et des changements violents. Le pays entier semblait trembler sous le poids de son propre destin. Fille d'une famille ouvrière, Lyudmila a grandi dans un environnement où le mot « sacrifice » n'était pas une abstraction, mais une réalité quotidienne. Son enfance a été traversée par les échos de la fin de l'Empire, les tensions de la révolution bolchevique et la naissance d'une nouvelle expérience politique, l'Union soviétique, qui promettait un avenir différent, mais également plein de défis et de contradictions. Son père, Mijail Pavlichenko, était ouvrier industriel, un homme de caractère ferme, façonné par l'effort physique et par une formation militaire qui lui avait donné discipline et sens du devoir. Sa mère, Elena, était institutrice, une femme aux idées claires, convaincue que l'éducation était la voie la plus sûre vers la dignité et le progrès. Dans ce foyer où le travail se mêlait aux livres et où la rigueur côtoyait la tendresse, Lyudmila a appris dès son plus jeune âge 3 choses qui marqueraient son destin: l'importance de l'étude, la valeur de la discipline et une profonde notion du devoir patriotique. Dès l'enfance, Lyudmila se distingue par une détermination inhabituelle. Elle n'était pas une enfant docile ni craintive. Elle était compétitive, directe, ambitieuse. Si elle se fixait un objectif, elle allait jusqu'au bout. Son caractère fort contrastait avec son apparence calme. Derrière ses yeux noirs se cachait une volonté de faire. À une époque où les femmes étaient souvent reléguées à un rôle passif, elle défia, sans le savoir, les normes de son temps. L'anecdote qui marquera le début de sa légende survient durant son adolescence. Un groupe de garçons se moqua d'elle lorsqu'elle manifesta son désir de pratiquer le tir sportif. Pour eux, c'était une affaire d'hommes, une activité réservée aux soldats ou aux chasseurs. Mais Lyudmila ne se laissa pas intimider. Ces moqueries allumèrent en elle une étincelle de fierté qui deviendrait un feu. Elle décida non seulement d'apprendre à tirer, mais se fixa un objectif que peu auraient imaginé: devenir la meilleure. À 14 ans, elle s'inscrit dans un club de tir local. C'est là qu'elle sentit pour la première fois le poids froid d'un fusil dans ses mains. Ce n'était pas un jouet, ni une curiosité passagère. C'était un instrument de précision, de concentration et de contrôle absolu. Chaque tir exigeait calme. Chaque cible était une épreuve de patience et de maîtrise de soi. Pendant que d'autres jeunes filles de son âge rêvaient de bals, de robes ou de modes étrangères venant de Paris ou Berlin, Lyudmila rêvait de tirs parfaits, d'atteindre des cibles presque invisibles à distance. À chaque séance d'entraînement,
sa détermination devenait plus évidente. Il ne s'agissait pas seulement d'atteindre une cible, il s'agissait de se maîtriser. Elle voyait dans le tir une discipline spirituelle, une forme de méditation active. Ses progrès furent si rapides qu'elle gagna bientôt le respect et aussi l'envie de ses camarades masculins. Parmi les entraîneurs, son nom commença à être mentionné avec admiration. Son caractère la distinguait des autres, elle parlait peu, mais quand elle visait, elle ne manquait jamais. Durant sa jeunesse, Lyudmila alternait études et entraînement de tir. Sa mère insistait pour qu'elle ne néglige pas l'éducation, et Lyudmila respectait cela avec rigueur. Elle s'intéressait à l'histoire, à la formation des peuples, aux mouvements sociaux qui avaient secoué l'Europe au cours des dernières décennies. Elle était fascinée par les idées de transformation et de justice, mais plus que les mots, ce sont les faits qui l'importaient. En 1937, à seulement 21 ans, Lyudmila prit une décision cruciale. Elle déménagea à Kiev pour étudier l'histoire à l'Université nationale. Là, dans les couloirs silencieux et les salles de classe remplies de jeunes désireux de comprendre leur pays, elle commença à construire son rêve de devenir universitaire et chercheuse. Elle voulait consacrer sa vie à l'étude du passé, démêler les processus qui avaient façonné sa nation. Elle était attirée par les biographies des grands personnages historiques, les récits de guerres et de révolutions. Mais l'histoire, qui la fascinait tant depuis les livres, allait bientôt la rattraper avec une violence réelle et brutale que aucun texte ne pouvait anticiper. En 1941, le monde entier changea de cap. L'Allemagne nazie lança l'opération Barbarossa, la plus grande invasion terrestre jamais vue dans l'histoire. Plus de 3 millions de soldats allemands, soutenus par des chars, de l'artillerie et des avions, franchirent la frontière soviétique. En quelques semaines, le ciel de l'Est se couvrit de fumée, les champs se remplirent de flammes et les villes de ruines. L'Ukraine, terre natale de Lyudmila, devint un enfer de feu et d'acier. Le pays entier semblait trembler sous le poids de son propre destin. Fille d'une famille ouvrière, Lyudmila a grandi dans un environnement où le mot « sacrifice » n'était pas une abstraction, mais une réalité quotidienne. Son enfance a été traversée par les échos de la fin de l'Empire, les tensions de la révolution bolchevique et la naissance d'une nouvelle expérience politique, l'Union soviétique, qui promettait un avenir différent, mais également plein de défis et de contradictions. Son père, Mikhaïl Pavlychenko, était ouvrier industriel, un homme de caractère ferme, façonné par l'effort physique et par une formation militaire qui lui avait donné discipline et sens du devoir. Sa mère, Elena, était institutrice, une femme aux idées claires, convaincue que l'éducation était la voie la plus sûre vers la dignité et le progrès. Dans ce foyer où le travail se mêlait aux livres et où la rigueur côtoyait la tendresse, Lyudmila a appris dès son plus jeune âge 3 choses qui marqueraient son destin: l'importance de l'étude, la valeur de la discipline et une profonde notion du devoir patriotique. Dès l'enfance, Lyudmila se distingue par une détermination inhabituelle. Elle n'était pas une enfant docile ni craintive. Elle était compétitive, directe, ambitieuse. Si elle se fixait un objectif, elle allait jusqu'au bout. Son caractère fort contrastait avec son apparence calme. Derrière ses yeux noirs se cachait une volonté de faire. À une époque où les femmes étaient souvent reléguées à un rôle passif, elle défia, sans le savoir, les normes de son temps. L'anecdote qui marquera le début de sa légende
survient durant son adolescence. Un groupe de garçons se moqua d'elle lorsqu'elle manifesta son désir de pratiquer le tir sportif. Pour eux, c'était une affaire d'hommes, une activité réservée aux soldats ou aux chasseurs. Mais Lyudmila ne se laissa pas intimider. Ces moqueries allumèrent en elle une étincelle de fierté qui deviendrait un feu. Elle décida non seulement d'apprendre à tirer, mais se fixa un objectif que peu auraient imaginé: devenir la meilleure. À 14 ans, elle s'inscrit dans un club de tir local. C'est là qu'elle sentit pour la première fois le poids froid d'un fusil dans ses mains. Ce n'était pas un jouet, ni une curiosité passagère. C'était un instrument de précision, de concentration et de contrôle absolu. Chaque tir exigeait calme. Chaque cible était une épreuve de patience et de maîtrise de soi. Pendant que d'autres jeunes filles de son âge rêvaient de bals, de robes ou de modes étrangères venant de Paris ou Berlin, Lyudmila rêvait de tirs parfaits, d'atteindre des cibles presque invisibles à distance. À chaque séance d'entraînement, sa détermination devenait plus évidente. Il ne s'agissait pas seulement d'atteindre une cible, il s'agissait de se maîtriser. Elle voyait dans le tir une discipline spirituelle, une forme de méditation active. Ses progrès furent si rapides qu'elle gagna bientôt le respect et aussi l'envie de ses camarades masculins. Parmi les entraîneurs, son nom commença à être mentionné avec admiration. Son caractère la distinguait des autres, elle parlait peu, mais quand elle visait, elle ne manquait jamais. Durant sa jeunesse, Lyudmila alternait études et entraînement de tir. Sa mère insistait pour qu'elle ne néglige pas l'éducation, et Lyudmila respectait cela avec rigueur. Elle s'intéressait à l'histoire, à la formation des peuples, aux mouvements sociaux qui avaient secoué l'Europe au cours des dernières décennies. Elle était fascinée par les idées de transformation et de justice, mais plus que les mots, ce sont les faits qui l'importaient. En 1937, à seulement 21 ans, Lyudmila prit une décision cruciale. Elle déménagea à Kiev pour étudier l'histoire à l'Université nationale. Là, dans les couloirs silencieux et les salles de classe remplies de jeunes désireux de comprendre leur pays, elle commença à construire son rêve de devenir universitaire et chercheuse. Elle voulait consacrer sa vie à l'étude du passé, démêler les processus qui avaient façonné sa nation. Elle était attirée par les biographies des grands personnages historiques, les récits de guerres et de révolutions. Mais l'histoire, qui la fascinait tant depuis les livres, allait bientôt la rattraper avec une violence réelle et brutale que aucun texte ne pouvait anticiper. En 1941, le monde entier changea de cap. L'Allemagne nazie lança l'opération Barbarossa, la plus grande invasion terrestre jamais vue dans l'histoire. Plus de 3 millions de soldats allemands, soutenus par des chars, de l'artillerie et des avions, franchirent la frontière soviétique. En quelques semaines, le ciel de l'Est se couvrit de fumée, les champs se remplirent de flammes et les villes de ruines. L'Ukraine, terre natale de Lyudmila, devint un enfer de feu et d'acier. À ce moment-là, Lyudmila était en dernière année d'université. Sa vie semblait tracée, une carrière académique, une thèse à écrire, un avenir dans les archives et les bibliothèques. Elle aurait pu rester à Kiev, chercher refuge, ou même fuir vers l'Est, comme tant d'autres pour échapper à la machine de guerre allemande. Mais elle ne le fit pas. La même détermination qui l'avait poussée à défier les garçons du club de tir des années auparavant se manifesta à nouveau. Cette fois, le défi n'était pas une cible immobile,
C'était la défense de son pays, de son peuple, de tout ce en quoi elle croyait. Elle décida de s'enrôler volontairement dans l'armée rouge. Sa motivation n'était ni la gloire ni la haine, mais quelque chose de plus profond. La conviction que le savoir sans action ne vaut rien lorsque la patrie est en danger. Lorsqu'elle se présenta au bureau de recrutement, les officiers la regardèrent avec scepticisme. Elle était jeune, mince, au visage serein et aux manières étudiées. Ils pensèrent qu'elle conviendrait mieux comme infirmière, aidant dans les hôpitaux de campagne. Mais Lyudmila refusa catégoriquement. Elle sortit de son sac son carnet de tireuse et le posa sur la table. Elle regarda l'officier dans les yeux et dit d'une voix ferme « Je suis une tireuse d'élite entraînée. Je veux un fusil. » Cette phrase marqua le début de sa légende. Elle fut affectée au 25e régiment d'infanterie de l'armée rouge, où pour la première fois, son habileté serait mise à l'épreuve en conditions réelles. On lui remit un fusil Mosin Nagant à verrou, équipé d'une lunette soviétique, et elle fut envoyée sur le front sud, où la guerre se jouait mètre par mètre, colline par colline. Dans ces champs d'Ukraine, entre la poussière, la peur et l'odeur métallique de la poudre, Lyudmila Pavlychenko commença sa véritable transformation, d'étudiante à chasseuse d'ennemis. Chaque jour sur le front était une leçon de survie. L'air était chargé de tension, les tirs résonnaient au loin et la mort rôdait dans chaque tranchée. Mais elle restait sereine, observant à travers la lunette, respirant lentement, attendant le moment précis. Elle n'était plus seulement une historienne étudiant les grands conflits du passé. Elle était une protagoniste vivante de l'histoire qui s'écrivait avec du sang et du feu. La jeune femme au regard déterminé, qui avait un jour rêvé de livres et de salles de classe, devint un symbole de courage. Et bien qu'elle ne le sache pas encore, son nom resterait à jamais gravé dans les annales de la Seconde Guerre mondiale comme l'une des tireuses d'élite les plus létales et admirées de tous les temps. Lyudmila Pavlychenko avait franchi le seuil. Elle n'observait plus l'histoire. Elle l'écrivait à chaque tir. Bataille clé et évolution. L'été 1941 fut un point de non-retour pour l'Europe, et en particulier pour la jeune soviétique Lyudmila Mihailovna Pavlychenko. Ce fut la saison où son destin, jusque-là lié aux livres et aux études, se transforma en feu, acier et survie. Le front de l'Est brûlait avec une intensité jamais vue auparavant. L'opération Barbarossa avait déclenché une tempête militaire qui ravageait des villages entiers, dévorant vies et espoirs. L'ennemi, l'armée nazie, avançait comme une machine implacable, écrasant tout sur son passage avec une férocité apparemment sans fin. Au milieu de cette dévastation, une femme de seulement 24 ans se préparait à affronter l'enfer pour la première fois. Son baptême du feu commença à Odessa, une ville portuaire stratégique au bord de la mer Noire, connue pour sa mixité culturelle, son caractère rebelle et son histoire de résistance. Mais cet été-là, Odessa n'était plus un port joyeux. C'était une forteresse assiégée. Les bombes tombaient jour et nuit. L'air sentait la poudre et la peur, l'huile brûlée et les promesses rompues. Les sirènes annonçaient l'horreur et les ruines constituaient le paysage quotidien. C'est là que Lyudmila Pavlychenko saisit pour la première fois en combat son fusil Mosin Nagant, celui avec lequel elle s'était entraînée pendant des années, mais désormais avec un objectif infiniment plus cruel, tuer ou mourir. Sa première journée de combat marqua le début de sa légende. 2 tirs, 2 vies ennemies éteintes, 2 menaces en moins pour ses camarades. Ce matin-là,
entre la poussière et les échos de l'artillerie, Lyudmila comprit quelque chose de profond. Qu'en guerre, il n'y a pas de retour en arrière. Ce premier jour, le claquement sec du verrou, le recul du fusil et le silence qui suivit le tir furent le baptême d'une nouvelle identité. La jeune étudiante en histoire avait cessé d'observer le passé pour en devenir partie intégrante. Les officiers soviétiques n'en croyaient pas leurs yeux. Sur un front dominé par des hommes endurcis par la guerre, une femme, menue, concentrée, implacable, montrait un sang-froid que beaucoup de soldats n'avaient pas. Ses tirs étaient nets, précis, assurés. Elle ne tremblait pas, ne doutait pas, ne ratait jamais. Sa précision chirurgicale impressionnait tous ceux qui l'entouraient, et sa capacité à rester calme sous le feu ennemi déconcertait même les vétérans. Très vite, les rumeurs se répandirent dans les tranchées comme un vent d'espoir. La fille qui ne rate jamais, disait-il. C'était un surnom né de l'étonnement et du respect, prononcé à voix basse, comme s'il craignait de rompre le sortilège. Pendant 70 jours, Odessa résista au siège. 70 jours de feu incessant, de nuits sans sommeil, de corps couverts de boue et d'éclats d'obus. Les nazis, appuyés par leurs alliés roumains, attaquaient avec furie, lançant vague après vague d'infanterie et de bombardements aériens qui transformaient les quartiers en décombres. Mais parmi les gravats, parmi les ombres se mouvant comme des fantômes, Lyudmila Pavlychenko guettait. Elle se déplaçait silencieusement, invisible, cherchant toujours le point d'où elle pouvait voir sans être vue. Elle observait les observateurs ennemis, les artilleurs, les tireurs d'élite qui menaçaient ses camarades. Elle les traquait un par un, patiente, comme un prédateur silencieux. En un peu plus de 2 mois de combat, son bilan personnel dépassa les 180 ennemis tués confirmés. Ce chiffre, qui pourrait sembler froid, était en réalité une mesure de son engagement. Chaque tir représentait plus qu'un ennemi abattu. Cela signifiait une vie soviétique sauvée, une position protégée, un avancement arrêté. Sa précision était devenue une forme de langage, une déclaration muette mais puissante de résistance. Sa réputation grandit tellement que les commandants commencèrent à lui confier une tâche supplémentaire: former de nouveaux tireurs d'élite. Il n'y avait pas d'école formelle, pas de manuel, pas de temps pour les essais. Mais Lyudmila, avec sa patience et sa précision, devint une enseignante improvisée. Elle apprenait aux recrues comment se camoufler dans l'environnement, comment se fondre dans le paysage jusqu'à disparaître, comment écouter le chant de bataille, le craquement d'une botte, le bourdonnement d'un projectile, le silence avant l'attaque. Elle leur enseignait aussi ce qui était le plus difficile: la patience d'attendre des heures sans bouger, la sérénité pour tirer seulement lorsque c'était nécessaire. Cependant, la résistance héroïque d'Odessa ne pouvait durer éternellement. Les forces allemandes et roumaines, supérieures en nombre et en armement, brisèrent les défenses. La ville tomba. L'armée rouge reçut l'ordre de se retirer vers le dernier bastion du sud, Sébastopol, dans la péninsule de Crimée. Sébastopol n'était pas seulement une base militaire, c'était un symbole, un mur contre l'avancée nazie. Et pour Lyudmila Pavlychenko, cet endroit allait devenir le théâtre de sa consécration définitive. Elle y combattit pendant plus de 8 mois sans interruption, dans des conditions frôlant l'inhumain. L'hiver arriva avec son manteau de glace, apportant froid, faim et bombardements quotidiens. Les grottes et les tranchées étaient son refuge, et le ciel rugissait sans répit. Mais elle restait à son poste, fusil à la main, observant, attendant, calculant.
Sa précision était si redoutée que l'ennemi commença à la surnommer d'un nom glacé, la Dame de la Mort. C'était la reconnaissance involontaire de l'ennemi, le sceau de son efficacité. Chaque fois qu'un officier allemand tombait, chaque fois qu'un tireur nazi ne revenait pas, la rumeur se répétait, c'était la Dame de la Mort. Les tireurs d'élite nazis commencèrent alors à la traquer. Ils connaissaient son nom, son visage. Ils la considéraient comme un trophée, une menace à éliminer à tout prix. Mais Lyudmila ne fuyait pas le danger. Elle acceptait les duels avec le calme de celle qui maîtrise son art. Lors de l'un de ces affrontements, un duel de 3 jours contre un tireur d'élite allemand, la tension était insoutenable. Les deux attendaient, se déplaçaient avec prudence, mesuraient chaque son. Pendant 3 jours et 3 nuits, Lyudmila resta presque immobile, observant, mesurant le vent, attendant l'erreur de l'ennemi. Finalement, lorsqu'une ombre infime trahit sa position, elle tira. Le silence qui suivit fut total. En examinant le corps du tireur d'élite tombé, elle découvrit un détail glaçant. Parmi ses effets personnels, l'homme portait une photo de Lyudmila Pavlichenko, marquée d'une croix rouge sur son visage. C'était plus qu'une tentative d'intimidation, c'était une confession. L'ennemi la craignait, l'étudiait, la traquait. Et pourtant, il avait échoué. Chaque duel de tireur d'élite était une bataille mentale, un jeu de nerfs où l'esprit valait autant que l'œil. Un tireur ne tire pas par impulsion, il respire, observe, écoute le silence. Il sait qu'un seul faux mouvement peut signifier la mort. Dans ce terrain invisible du temps suspendu, Lyudmila était la maîtresse absolue. Elle contrôlait sa respiration, dominait sa peur, annihilait le tremblement. Elle savait que celui qui doute meurt. À la mi-1942, son bilan officiel dépassait 309 ennemis tués confirmés, dont 36 tireurs d'élite. Ces chiffres étaient la preuve de plus que sa précision. Ils symbolisaient une volonté indomptable. Le haut commandement soviétique, impressionné, reconnut en elle non seulement une soldate exceptionnelle, mais un symbole du pouvoir moral et psychologique de l'armée rouge. À une époque où le désespoir pouvait briser le moral d'une armée, Lyudmila était le rappel vivant que la victoire était possible. Elle fut promue lieutenant et décorée du titre de héros de l'Union soviétique, la plus haute distinction militaire qu'un combattant pouvait recevoir. C'était une reconnaissance de son courage, de son intelligence tactique et du calme avec lequel elle avait affronté la guerre. Mais le destin intervint de nouveau. Lors de la défense finale de Sébastopol, en juin 1942, un obus de mortier ennemi explosa près de sa position. Les éclats la blessèrent gravement. Elle fut évacuée du front, bien qu'elle résistât. Elle ne voulait pas abandonner ses camarades, ne voulait pas quitter son poste. Elle supplia de revenir, mais le commandement soviétique refusa. Il ne pouvait pas risquer leur héroïne la plus célèbre. Ainsi se termina sa guerre sur le front. La chasseuse d'ennemis devait abandonner la lunette et affronter une guerre complètement différente. La jeune femme qui avait passé presque 1 an à observer le monde à travers une lunette devait maintenant s'adapter à un autre type de champ de bataille, celui de la politique, de la propagande et de la diplomatie internationale. Avant même sa récupération complète, son nom était déjà devenu une légende vivante. Dans les camps et hôpitaux de l'armée rouge, son histoire se racontait à voix basse, presque comme une prière. Si Lyudmila a pu résister, nous le pouvons aussi.
disaient les soldats épuisés, s'accrochant à son exemple comme à un talisman. Son ascension en tant qu'héroïne nationale marqua le début d'une nouvelle étape dans sa vie. Elle avait laissé le fusil, mais pas la cause. La guerre continuait de faire rage, et désormais Lyudmila Pavlychenko devait combattre avec une nouvelle arme, sa voix. Une seule personne peut-elle changer le cours d'une guerre? Peut-être pas seule, mais Lyudmila Pavlychenko démontra que le courage, lorsqu'il est associé à un but clair, peut inspirer toute une nation. Son histoire était plus qu'une chronique militaire, c'était une leçon sur la force intérieure, la conviction et le pouvoir d'une femme qui, face au chaos le plus absolu, choisit de ne jamais reculer. Son style de combat. Ici, nous entrons dans l'esprit de Lyudmila Pavlychenko, non seulement pour raconter ses victoires, mais pour comprendre comment chaque balle, chaque ombre et chaque minute d'attente dans la boue transformait sa manière de penser. Lyudmila n'était pas seulement une tireuse d'élite, c'était une stratège qui apprenait à chaque tir, à chaque affrontement, à chaque instant où la mort semblait la guetter à quelques centimètres. Dès sa première mission, elle comprit une chose fondamentale. Tirer sans but revenait à gaspiller une vie soviétique. Lors de son premier affrontement sérieux, un ennemi apparut de manière inattendue derrière un bâtiment en ruine. Lyudmila retint son souffle, ajusta la lunette et attendit. Chaque seconde qui passait renforçait sa règle numéro 1. Ne tirer jamais sans but. Elle apprit que la patience était aussi mortelle que son fusil et que chaque décision pouvait faire la différence entre survivre ou mourir. Au fur et à mesure que la guerre avançait, sa méthode évoluait également. Elle apprit à se mouvoir, comme faisant partie du terrain. Parmi les décombres d'Odessa et les forêts de Crimée, elle se couvrait de branches, de terre, de neige, voire de restes d'uniformes ennemis. Au milieu d'un échange de tirs intenses, tandis qu'elle esquivait les balles et cherchait un abri, chaque mouvement calculé lui enseignait une autre leçon. Ne bouge jamais sans réfléchir. Chaque changement de position, chaque instant de silence renforçait sa discipline, la transformant en une ombre impossible à détecter. L'observation devint son alliée la plus fidèle. Lorsqu'un convoi ennemi passait lentement, Lyudmila étudiait leur routine. Le pas des gardes, le bruit du métal sur la neige, les ombres qui tombaient en fin de journée. Elle apprit à anticiper les mouvements avant qu'ils ne se produisent, à utiliser l'attente comme une arme silencieuse. C'est ainsi que chaque bataille lui enseigna que la patience n'était pas une faiblesse, c'était une puissance. Son Mosin Nagant M 1891/30 était lourd, rustique, mais entre ses mains, il devint une extension de son esprit. Entre les combats, elle ajustait sa lunette avec une précision millimétrique, nettoyait le canon, vérifiait l'alignement. Chaque ennemi abattu renforçait son mantra. D'abord faire confiance à l'arme, ensuite à soi-même. Elle apprit qu'un tir précipité pouvait ruiner toute la stratégie et que même le calme devait s'entraîner comme un muscle. Les affrontements les plus longs lui apprirent également la solitude et la force mentale. Des heures immobiles sous la pluie, la neige ou le soleil brûlant, avec la mort rôdant autour d'elle, lui donnèrent un contrôle absolu sur son esprit. Dans ces silences prolongés, elle transforma la peur en stratégie, chaque battement de cœur en calcul. Elle observait l'ennemi non comme une personne, mais comme une cible. Chaque tir qu'elle effectuait sauvait ses camarades et renforçait sa conviction. La morale était suspendue sur le champ de bataille. La survie et l'efficacité étaient la loi.
chaque combat laissait une empreinte. Elle détectait les mouvements parmi 100 ombres, écoutait le vent, le craquement du bois, l'écho du métal, puis agissait. Un tir, un ennemi en moins, et une autre leçon apprise, que le calme ne vient pas de l'instinct, mais de l'étude et de la pratique. Lyudmila ne cherchait pas la gloire, elle cherchait les résultats. Alors que d'autres comptaient sur leurs réflexes, elle comptait sur l'observation, et à chaque victoire, elle renforçait ses normes, ses règles, sa propre loi personnelle sur le champ de bataille. Son héritage ne se limita pas à la précision. Chaque bataille lui enseigna comment réfléchir avant d'agir, comment utiliser l'environnement, comment garder l'esprit ferme lorsque la peur l'entourait. Son fusil était mortel, mais la volonté de Lyudmila Pavlychenko était l'arme la plus létale de toutes. Chaque tir, chaque embuscade, chaque victoire silencieuse devint un chapitre de sa stratégie, un enseignement qui inspirerait des générations de tireurs d'élite soviétiques. Le pouvoir ne réside pas seulement dans la lunette, mais dans l'esprit qui la soutient. Partie 4. L'impact international et son rôle diplomatique. En 1942, après presque un an sur le front, Lyudmila Pavlychenko fut retirée du combat. Son corps était blessé, mais son esprit restait prêt à lutter. Cependant, la guerre qui l'attendait était différente. Une guerre de mots, de symboles et de diplomatie. Le haut commandement soviétique savait que Pavlychenko était plus qu'une soldate. C'était un message. À un moment où le monde doutait de l'avenir de l'Europe, l'Union soviétique avait besoin d'une voix incarnant le sacrifice de son peuple. Et personne ne représentait mieux cet esprit que la Dame de la Mort. En septembre 1942, Lyudmila se rendit aux États-Unis dans le cadre d'une délégation soviétique pour renforcer l'alliance avec les Alliés. Elle fut la première citoyenne soviétique à être reçue à la Maison-Blanche pendant la guerre. Là, elle rencontra Eleanor Roosevelt, première dame des États-Unis, qui fut impressionnée par sa fermeté, son intelligence et son calme. Dans un pays habitué à voir les femmes loin du champ de bataille, la figure de Pavlychenko eut un impact immédiat. Une jeune femme, en uniforme militaire, décorée sur la poitrine et au regard d'acier, non comme ornement de propagande, mais comme preuve vivante que la guerre avait brisé toutes les limites. Lors de son premier discours à Washington, les journalistes la bombardèrent de questions superficielles. Ils voulaient savoir si elle se maquillait, si elle préférait la jupe ou le pantalon, si elle se sentait féminine en tenant un fusil. Pavlychenko les arrêta d'une seule phrase devenue légendaire. « Je n'ai pas eu le temps d'en parler. J'ai été trop occupé à tuer des nazis. » Sa réponse fit le tour du monde. C'était une déclaration de fierté, d'égalité et de résistance. Les titres changèrent. Elle n'était plus seulement une tireuse d'élite soviétique. Elle était le visage de la lutte féminine contre l'oppression. Pendant sa tournée aux États-Unis et au Canada, Pavlychenko visita universités, usines, camps militaires. À chaque rencontre, elle parlait avec simplicité, sans artifice ni rhétorique. Elle disait « Je ne viens pas demander de la compassion, je viens demander du soutien. Chaque jour où vous doutez, nos enfants meurent. » Ces discours suscitaient empathie et respect. La presse, d'abord curieuse, en vint à l'admirer. Même Woody Guthrie, le légendaire chanteur américain, lui dédia une chanson, Miss Pavlychenko, un hymne populaire qui l'immortalisa comme symbole de courage et de dignité. Pour la première fois, un héros soviétique était célébré au cœur de l'Amérique. En période de méfiance et de propagande,
elle réussit ce que peu de diplomates pouvaient, inspirer un respect mutuel entre des peuples ennemis par idéologie, mais alliés par nécessité. Après son passage en Amérique du Nord, Lyudmila visita le Royaume-Uni. Elle y fut reçue par Winston Churchill et honorée comme l'une des figures militaires les plus importantes du front oriental. Lors de ses conférences, elle insistait sur un message constant. La guerre n'était pas seulement celle des hommes, et le courage n'a ni genre ni frontières. Sa présence à Londres, encore sous l'écho des bombardements, servait de rappel à la résistance humaine. Si les Soviétiques peuvent résister à Sébastopol, nous pouvons résister chez nous, écrivait la presse britannique. Mais être un symbole a un prix. Pavlyuchenko, qui avait vécu dans la boue et la poudre, devait maintenant porter des costumes formels, sourire devant les caméras et répéter des discours. Au fond, elle restait une soldate. Chaque applaudissement lui rappelait les visages de ses camarades tombés. Dans ses mémoires, elle écrivit que ces tournées furent plus difficiles que le front. Sur le champ de bataille, au moins je savais où était l'ennemi. Pourtant, elle accomplit sa mission. Elle réalisa ce qu'aucun général ne pouvait obtenir, susciter un soutien international, montrer le visage humain du sacrifice soviétique et prouver que le courage féminin n'était pas une exception, mais un exemple. Lyudmila Pavlyuchenko avait échangé le fusil contre le microphone, mais son message restait le même: défendre la vie, résister à la tyrannie et ne jamais oublier le prix de la liberté. Dans les couloirs du pouvoir, sa figure fut respectée et rappelée telle qu'elle était, une guerrière qui sut parler au nom de ceux qui ne pouvaient plus le faire. Partie 5. Son avenir et les défis qui l'attendaient. Lorsque la guerre se termina en 1945, Lyudmila Pavlyuchenko n'avait que 29 ans. Elle avait survécu à l'enfer, affronté les meilleurs tireurs d'élite de l'armée allemande et parcouru le monde comme symbole du courage soviétique. Mais la guerre, bien qu'ayant cessé sur les cartes, continuait à l'intérieur d'elle. Les blessures physiques guérirent. Les blessures émotionnelles, pas autant. Comme beaucoup de vétérans du front, Pavlyuchenko portait les ombres de la guerre. Les souvenirs de camarades tombés, le bruit des tirs, les visages disparaissant dans le viseur de son fusil. Elle ne retourna plus au front. À la place, elle commença une nouvelle bataille, celle d'éduquer et de se souvenir. Lyudmila fut nommée instructrice et conseillère militaire de l'Armée rouge, dédiée à la formation des nouvelles générations de tireurs d'élite soviétiques. Son expérience fut essentielle pour la formation tactique de l'armée dans les années de l'après-guerre, notamment dans les techniques de camouflage et de précision à longue distance. Elle travailla également à l'Association des vétérans de guerre, où elle devint une voix respectée pour maintenir vivante la mémoire de ceux qui ne revinrent pas. Là, loin du fracas du combat, elle comprit que la vraie victoire consistait à préserver l'histoire sans oublier le coût humain. Dans les années 1950 et 1960, Pavlyuchenko se réfugia dans l'écriture et l'enseignement. Elle publia ses mémoires de guerre, un témoignage brut et honnête qui reste encore aujourd'hui une référence pour les historiens militaires. Elle ne s'y présente pas comme une héroïne, mais comme une femme ayant accompli son devoir. Une femme qui, selon ses propres mots, a appris à ne pas craindre la mort, mais n'a jamais cessé de craindre l'oubli. Elle ne se remaria pas. Son grand amour, un officier soviétique rencontré lors de la défense de Sébastopol, mourut au combat. Depuis lors, sa vie sentimentale resta marquée par l'absence.
lors des défilés de la journée de la victoire, on la voyait marcher parmi des vétérans beaucoup plus jeunes, uniforme impeccable et visage serein, mais le regard de celle qui continue à voir à travers une lunette télescopique invisible. Avec le temps, l'histoire commença à la reconnaître au-delà du mythe. Elle fut décorée de l'ordre de Lénine, reçut le titre de héroïne de l'Union soviétique, la plus haute distinction militaire du pays, et son nom fut inscrit dans des écoles, musées et monuments à travers tout le territoire soviétique. En Ukraine, sa terre natale, elle est rappelée comme l'une des figures féminines les plus importantes de l'histoire moderne. Une jeune femme qui non seulement battit des records sur le champ de bataille, mais ouvrit la voie à des générations de femmes ayant compris que le courage ne dépend pas du genre, mais de l'esprit. Lyudmila Pavlychenko mourut en 1974, à 58 ans. Ses funérailles furent silencieuses, en présence de vétérans, de sa famille et d'anciens élèves. Aucun coup de feu ne résonna ce jour-là, mais des millions de souvenirs l'accompagnèrent. Aujourd'hui, son histoire reste vivante, dans chaque femme qui brise les barrières, dans chaque soldat qui regarde l'horizon et se souvient que la guerre ne se mène pas seulement avec des armes, mais avec conviction, dans chaque étudiant qui apprend qu'une vie peut changer le destin d'une nation. Lyudmila Pavlychenko ne chercha pas la célébrité, ne lutta pas pour la gloire ni pour la vengeance. Elle se battit pour sa terre, pour son peuple, et pour démontrer que le courage humain n'a ni visage, ni uniforme, ni genre. Plus de 300 ennemis tombèrent sous sa mire. Mais sa plus grande victoire fut de rappeler au monde que, même dans l'obscurité de la guerre, peut briller la lumière de la dignité. Lyudmila Pavlychenko n'a pas été simplement la tireuse d'élite la plus meurtrière de la Seconde Guerre mondiale. Elle a été une force de la nature, un symbole de discipline, d'intelligence et de courage qui a transcendé le champ de bataille. Chaque tir, chaque heure, passée immobile dans la boue, chaque stratégie calculée, révélait non seulement son habileté, mais aussi sa capacité extraordinaire à transformer la peur en décision et la tension en contrôle absolu. Sa vie nous montre que le véritable courage ne se mesure pas en médailles ni en titres, mais dans la force silencieuse de ceux qui, face à l'adversité la plus extrême, décident d'agir avec clarté et détermination. Lyudmila a enseigné que le courage a un visage humain et qu'une seule personne peut changer le destin de beaucoup. Aujourd'hui, son exemple reste vivant chez les soldats, les historiens, les étudiants et tous ceux qui cherchent l'inspiration dans les recoins les plus sombres de l'histoire. Il nous rappelle que le courage ne connaît ni genre, ni âge, ni circonstance. Il ne connaît que la conviction. Lyudmila Pavlychenko est le témoignage que l'esprit, l'entraînement et la discipline peuvent transformer un être humain ordinaire en légende, et que la résilience face à l'adversité peut laisser une empreinte bien plus durable que n'importe quelle arme. Elle représente la génération de femmes qui ont défié les attentes de leur époque et changé le cours de l'histoire par leur intellect, leur sacrifice et leur volonté inébranlable. Son héritage dépasse les champs de bataille de la Seconde Guerre mondiale. Il nous enseigne que, même dans les moments les plus sombres, la stratégie, la patience et la conviction peuvent transformer le désespoir en victoire, et que chaque choix que nous faisons peut définir non seulement notre destin, mais aussi celui de ceux qui nous entourent. Chaque tireuse d'élite soviétique ayant suivi ses pas, chaque histoire d'héroïsme silencieux née derrière le front de l'Est,
porte un fragment de Lyudmila en elle, nous rappelant que l'histoire n'est pas toujours écrite par les puissants, mais par ceux qui ont le courage d'agir quand tout semble perdu. Si vous voulez découvrir davantage ces histoires réelles de héros, de courage et de stratégie, et comprendre comment des femmes comme Lyudmila ont redéfini la Seconde Guerre mondiale, vous ne pouvez pas manquer notre vidéo sur les tireuses d'élite soviétiques qui ont laissé leur marque indélébile sur le front de l'Est. Cliquez maintenant et rejoignez-nous pour explorer le courage, la discipline et l'humanité qui ont transformé l'histoire et continuent d'inspirer des générations entières. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un like et de commenter quelle histoire vous a le plus touché. Votre soutien nous permet de continuer à sauver et partager des récits qui méritent d'être racontés, afin que l'héritage de héros comme Lyudmila Pavlichenko ne se perde jamais et continue d'inspirer ceux qui croient au pouvoir de leurs propres idéaux. Car si Lyudmila nous a appris quelque chose, c'est que même en temps de guerre, l'histoire peut être écrite par ceux qui n'ont pas peur du destin.